Cette vidéo, nous allons voir pourquoi la plupart des stratégies que l'on peut trouver sur internet ne fonctionnent pas et la plupart des traders qui nous vendent ces stratégies sont pour la plupart, sans faire de généralité, il peut y en avoir qui proposent réellement de bonnes stratégies, mais dans l'écrasante majorité, ce sont soit des ignorants, soit des escrocs. Je vais essayer d'appuyer ces affirmations par des arguments. Je tiens aussi à ajouter que je n'ai en rien la science infuse et ce que je propose, c'est seulement un cadre de pensée que j'estime être rationnel et qui permet d'avoir une réflexion plus solide afin de potentiellement prendre des meilleures décisions et augmenter ses profits potentiels. Pour commencer, le premier argument, ça va être l'efficience des marchés financiers. Alors, qu'est-ce que l'efficience des marchés financiers? C'est une théorie bien marquée, surtout chez les universitaires, qui stipule que, vu que chaque intervenant du marché est rationnel et essaye de maximiser ses gains potentiels par rapport au risque, eh bien, ils vont prendre des décisions qui vont faire en sorte que le prix intègre directement l'information qui a été à la base de la décision. Pour donner un exemple, imaginons un investisseur ou un groupe d'investisseurs qui possède un capital suffisamment conséquent et qui sont informés, par exemple, d'une information privilégiée, par exemple d'un laboratoire ou d'une biotech, comme quoi cette biotech va sortir un produit révolutionnaire, donc un vaccin, imaginons, ou un médicament révolutionnaire, et donc un potentiel de bénéfice incommensurable. Eh bien, ils vont utiliser cette information pour acheter des titres en vue des prochains bénéfices de l'entreprise, ce qui va faire automatiquement mettre une pression à la hausse et jusqu'à ce que le prix soit suffisamment haut pour que cette information-là ne soit plus intéressante et ne justifie pas une hausse de prix plus élevée. Donc c'est par ce processus-là que le prix va tendre à intégrer l'information disponible à tout instant. Bien sûr, cette théorie est un cadre élitiste qui n'est en rien forcément ce qui se passe dans la réalité, mais ça permet quand même de réfléchir sur le fonctionnement des marchés, et c'est quand même une théorie valable, car les marchés n'étant pas forcément efficients à tout instant, tendent quand même à l'être. C'est exactement ce qui se passe dans la réalité. Quand une annonce économique justifie le mouvement de prix d'un actif, tous les investisseurs voyant la prise de profit potentielle vont acheter ou vendre cet actif en fonction, ce qui va pousser le prix de cet actif vers un niveau d'équilibre, et donc ce niveau d'équilibre est en fait le prix qui a déjà intégré l'information disponible. Et donc si tous les investisseurs sont bien rationnels, informés et traitent l'information de la meilleure des manières, à chaque instant, le prix intègre déjà l'information disponible. Il faut aussi noter les trois cadres d'efficience de cette théorie, notamment l'efficience forte qui dit que dans ce cas précis, tout gain ajusté au risque supérieur au marché est en fait impossible car les prix intègrent toute l'information, qu'elle soit privée ou publique, et qu'elles proviennent des prix passés ou d'informations plus fondamentales. L'efficience semi-forte ici, c'est seulement l'information publique que les prix intègrent, et l'efficience faible, c'est seulement l'information des prix passés. Donc les prix suivent un processus de Markov et seule l'information fondamentale peut être utilisée pour faire des prédictions futures qui peuvent amener à des rentabilités ajustées au risque supérieures à celles du marché. Il faut noter qu'un truc très important de l'efficience des marchés, c'est sauf par hasard. On peut très bien avoir une rentabilité ajustée au risque supérieure au marché par hasard. Et c'est là où la plupart des vendeurs de rêves, des stratégies de trading se trompent, c'est qu'ils partent du principe souvent que si tu gagnes, c'est que tu le mérites, et si tu perds, c'est que tu le mérites. Alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et on peut très bien perdre de l'argent, même si on a une espérance de rentabilité positive, et on peut très bien gagner de l'argent, même si on est complètement nul et qu'on base ses décisions sur un lancer de pièces de monnaie. Et c'est là où le trading est très très problématique, c'est que on est confronté au pire biais psychologique. On peut citer ce qu'on va voir tout à l'heure, les billets du survivant et les billets de confirmation. Le billet de confirmation, ça va être tout simplement de regarder là où une stratégie a marché en omettant les endroits où elle n'a pas marché, en regardant que les points qui nous arrangent. Et ensuite, le billet du survivant, c'est de se dire que si on en est là, c'est qu'il y a des raisons qu'on va trouver comme rationnelles alors qu'elles ne sont pas du tout. Exemple, on peut donner l'exemple d'un trader, par exemple, qui va monter une stratégie en pensant bien faire. Cette stratégie n'a en fait aucun résultat statistiquement significatif et au final est tout simplement équivalent à prendre des décisions au hasard. Mais comme les décisions sont prises au hasard, il suffit que le marché ait suffisamment de volatilité
pour qu'au final, par chance, la personne puisse gagner. Et elle va utiliser ce billet du survivant pour dire que si elle a gagné, c'est grâce à sa superbe stratégie. Il faut prendre du recul sur ces choses-là, connaître l'efficience des marchés, savoir faire la part des choses, c'est très débattu et on observe que les marchés sont en fait pas du tout efficients, ni au sens de l'efficience forte, ni au sens de l'efficience semi-forte, des fois par rapport à l'efficience faible, des fois peut-être par rapport à l'efficience forte, on peut s'accorder à dire que c'est complètement faux. Certains marchés peuvent parfois être efficients au sens semi-fort, et certains marchés peuvent aussi l'être au sens faible, mais dans beaucoup de cas, ces trois cas d'efficience ne sont pas respectés. Cela n'empêche que la théorie est quand même assez plausible et les marchés tendent à être efficients. Ils tendent à être efficients. Plus les intervenants du marché sont rationnels, plus ils utilisent des stratégies lourdes, plus le marché est efficient par cet effet de compétitivité entre les intervenants, et plus il devient difficile de trouver de l'alpha, de générer une surperformance. Néanmoins, c'est toujours possible si on arrive à se mettre au-dessus et à être plus intelligent ou à trouver des meilleures informations ou à traiter mieux l'information, en gros, que la plupart des intervenants du marché. Donc pour résumer l'efficience des marchés, il ne faut pas la considérer comme un état de fait, comme un descriptif de comment les marchés sont à un instant T, ne sont pas efficients, mais plutôt comme un processus. Les marchés tendent à être efficients en fonction de plus les individus cherchent à trouver un edge, un avantage par rapport aux autres intervenants, plus il y a une compétitivité qui amène d'autres intervenants à chercher des edges plus complexes, etc., et à miner en quelque sorte l'alpha disponible et à chercher des inefficiences, à les exploiter, à les faire disparaître par conséquent, et donc à faire tendre les marchés vers toujours plus d'efficience. Il y a un auteur très intéressant, Marco Lopez de Prado, qui a écrit un livre qui s'appelle Advances in Financial Machine Learning. Et dans ce livre, il nous dit, dans les premiers chapitres, nous donne la métaphore de l'industrie minière de l'or, où dans les années 1700, on minait quelques tonnes d'or par an au grand maximum. Par contre, on l'a miné, quand on trouvait de l'or, c'était par gros blocs, par grosses pépites d'or, des pépites d'or macroscopiques. Alors qu'aujourd'hui, on mine beaucoup plus, on extrait plusieurs milliers de tonnes d'or par an. Mais par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut des méthodes industrielles bien plus complexes qui vont chercher des microparticules d'or dans des immenses quantités, des masses de terre. Et donc, les moyens nécessaires pour miner de l'or aujourd'hui sont beaucoup plus complexes. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a moins d'argent à se faire, bien au contraire. Et la métaphore est très bien pour montrer que avant, peut-être que des stratégies assez simples, basées sur des processus AR1 ou des moyennes mobiles, pouvaient très bien fonctionner. Aujourd'hui, il va falloir utiliser des méthodes bien plus créatives, bien plus complexes pour arriver à se donner un edge par rapport aux autres intervenants du marché. Et parfait pour la transition, d'autant plus si on trade sur des marchés très 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 liquides. Plus un marché est liquide, plus il y a d'intervenants différents. Potentiellement, ça va attirer aussi des gros intervenants comme des énormes hedge funds qui déploient des moyens immenses dans le recherche et développement. Pour appuyer cette hypothèse avec des tests statistiques, j'ai fait un notebook où je teste justement s'il n'y a pas une relation entre une statistique d'un test qui nous permet de tester l'efficience des marchés. Ça, c'est un des tests qui s'appelle le ratio de variance, qui nous sort une statistique qui suit une loi de Student. Et donc, on peut en déduire une valeur P et donc rejeter l'hypothèse nulle si cette valeur P dépasse notre seuil critique. Et j'ai essayé de lier cette statistique au volume moyen échangé sur toute la période, une action particulière qui provient du Nasdaq. Donc il doit y avoir à peu près 3000 actions au total dans mon jeu de données ici. Et j'ai trouvé une relation entre le logarithme, donc une relation linéaire, donc ou une relation logarithmique si on parle seulement du volume moyen. Une relation, donc on va dire que c'est une relation linéaire entre le logarithme du volume moyen et la valeur absolue de la statistique de ratio de variance. En gros, plus le volume moyen est faible, plus la statistique de variance ratio sera élevée, et donc plus la probabilité que notre hypothèse H0 d'efficience des marchés soit vraie est faible.
Donc, dit simplement, plus le volume moyen est faible, plus la probabilité que le marché soit efficient est faible aussi. Les marchés auront tendance en fait à être plus inefficients quand le volume moyen échangé sera faible. Ici, on peut voir que cette régression linéaire avec le logarithme ou ce modèle logarithmique est statistiquement significatif. Quand on regarde les f statistiques du modèle et les différentes t statistiques des coefficients, on voit qu'ils sont tous largement significatifs. Dans la dernière partie de cette vidéo, on va voir un exemple de pourquoi la plupart des stratégies et pourquoi il faut vraiment faire attention quand on crée des stratégies de trading, pourquoi il est très facile de penser qu'une stratégie peut marcher alors que non, tomber dans des biais psychologiques et peut nous mener à notre perte. Donc on va partir du principe déjà qu'on travaille avec un marché action, où le marché est complètement efficient. Et on va, du coup, comme le marché est efficient, les prix suivent un processus de Markov, et ce processus-là, on va dire que c'est un processus stochastique. Plus exactement, on va dire que c'est un mouvement brownien géométrique défini par cette équation différentielle stochastique, où ST à chaque instant est égal à S0 fois exponentielle de mu moins sigma carré 2 sur 2 fois T plus sigma WT ou WT est un processus de winner. Ce résultat-là peut être trouvé grâce au lemme d'Ito, mais c'est un autre sujet. Donc on va utiliser, pour illustrer, la stratégie classique que on voit tout le temps partout, style moyenne mobile. Donc on va prendre deux moyennes mobiles simples, une de 10 et une de 20 périodes. On va simuler donc le cours de nos actifs sur 500 jours, par du principe qu'on fonctionne en jours, et on va simuler le cours de 1000 actifs au total, avec ces lignes de code là. Donc voilà les prix de nos actifs. Donc on voit que c'est parfaitement aléatoire et que ça oscille entre à peu près 60 dollars, enfin 60 unités de monnaie et entre 60 et 160. On voit déjà la propriété du mouvement brownien géométrique, la log normalité des prix. Ici, on va prendre justement l'exemple. Donc on choisit au hasard le 700e actif et on va se dire, tiens, bah là ça marche plutôt bien notre stratégie. Je pars du principe aussi, oui, ce qui est bien de définir, c'est que toutes ces actifs-là toutes ces actions ont le même, donc ces actions, le cours de ces actions ont le même processus stochastique qui les génère. Donc c'est finalement la même chose en fait. On peut s'attendre au même résultat pour chaque actif parce qu'ils sont générés exactement avec le même processus et les mêmes paramètres. Et on voit ici, donc on prend au hasard la 700e action et on regarde, on voit que bah tiens, là les moyennes mobiles elle marche très bien. Donc on peut très bien faire cette stratégie-là et voir ce que ça donne. Donc là, nous, on va se dire, tiens, bah c'est cool, on va faire notre backtest. On fait le backtest. Je vais pas revenir dans le détail sur le code, c'est pas le but. On fait le backtest et on voit donc, voilà. Donc le backtest, si on l'applique à l'entièreté des actifs, bah certains vont perdre et certains vont gagner. Et justement, c'est ça le truc, c'est que là, on voit clairement que c'est rentable. Ça veut pas dire, je rappelle bien que c'est le même processus qui génère tous ces actifs. Donc on est censé, si ça marche sur celui-là, logiquement, vu que c'est généré par les mêmes processus, on pourrait s'attendre que ça marche pour les autres. Sauf que absolument pas. Ici, c'est juste la chance qui fait que cette stratégie marche sur ce petit échantillon-là. Mais si on regarde sur le total, bah on voit que pas vraiment en fait. Ça ressemble beaucoup à la distribution de départ. On a un max à quasi 150 et un min pardon, avec 14 000, mais en termes de pourcentage, c'est à peu près la même distribution. Les valeurs reviennent, c'est juste que le portefeuille, on a fixé la valeur à 100 de départ, à 10 000 de départ, alors que pour l'action, on l'a fixé à 100. Et on voit ici, donc pour notre cas, le backtest a très bien marché, notre stratégie est plutôt correcte. Au bout de la 500e période, on a fini avec un capital de 11 500, donc on a fait 1500 de bénéfices. Si on regarde, la stratégie a un ratio de Sharpe de 0,50, ce qui est plutôt correct, en prenant les taux sans risque actuels qui sont à peu près à 3%. Et là, donc on définit une fonction qui permet de calculer le ratio de Sharpe. Et avec la méthode apply, on peut calculer le ratio de Sharpe pour toutes les actions, pour toutes les simulations d'actions, et utiliser la méthode describe pour afficher des statistiques très importantes, très intéressantes. Donc on voit très bien ici que la moyenne du ratio de Sharpe est négatif. Donc cette stratégie n'est pas intéressante.
Pourtant, on a bien vu que ici, on aurait pu penser. Si on se fie juste à notre intuition, on voit que ça marche, on se dit que ça va continuer dans le futur et au final, c'est exactement la même chose. Ça ne fonctionne pas. C'est un biais de confirmation. On prend seulement cet échantillon pour tester notre stratégie et au final, on se rend compte que la stratégie ne fonctionne pas si on applique la loi des grands nombres, on génère un très grand nombre de simulations, on voit qu'en moyenne, on aurait un ratio de Sharpe négatif. Donc un très très mauvais investissement, très très mauvaise stratégie. On voit par contre que le maximum peut très bien il y en a un qui a appliqué cette stratégie et qui a eu de la chance et qui a eu un ratio de Sharpe de 2, ce qui est excellent, même vraiment très très bon. Donc voilà, la chance peut faire que un individu qui a une stratégie médiocre en moyenne peut très bien surperformer largement le marché. D'ailleurs, pareil ici, hein, on génère le cours des actions avec un mouvement brownien géométrique qui est un terme mu égal à 0. Donc normalement, on devrait pas s'attendre à gagner de l'argent. Or, personne qui a choisi au hasard, comme dans une loterie, un actif, aurait un ratio de Sharpe de 1,86, ce qui est excellent. Donc en gros, voilà, en utilisant des méthodes laisse place à l'interprétation avec faible significativité statistique et à l'overfitting du backtest, on peut se retrouver à penser que notre stratégie est performante, alors qu'au final, elle ne l'est pas du tout. Donc, dans cette vidéo, on a vu certains problèmes des stratégies qui nous sont présentées sur Internet, comment la plupart montrent que ces stratégies fonctionnent en utilisant un exemple simple, 2-3 trades, et c'est tout. Et c'est une procédure qui mène à la perte et à juste un équivalent de lancer une pièce et d'acheter ou de vendre. C'est laisser place au hasard. Or, nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, c'est dominer le hasard, essayer de trouver des anomalies qui soient statistiquement significatives et qui nous permettent de générer des surperformances à long terme. Sinon, ça sert à rien, hein. Si autant acheter des ETF du S&P 500, les garder, au moins on n'a pas à apprendre, à chercher, à développer des stratégies complexes, si c'est pour qu'au final, sur le long terme et en moyenne, on n'ait aucune chance de gagner et qu'on peut juste laisser place au hasard pour nous faire gagner de l'argent. Donc, dans les prochaines vidéos, on verra les procédures qui nous permettent de trouver des stratégies ou de au moins réduire les chances que nos stratégies, que les résultats, réduire les chances qu'on choisisse une stratégie qui va au final être équivalente à un lancer de pièces de monnaie. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like, vous abonner, commenter pour me donner des idées de prochaines vidéos. Si vous voulez travailler avec moi dans divers projets en rapport avec la finance quantitative ou la science des données, vous pouvez me contacter par mon LinkedIn ou sur Malte, j'ai mis les liens en description. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et on se retrouve pour la prochaine.